Voilà, avant de commencer notre prise de parole. Bonjour Magali, je vois Damien, ça fonctionne. Caroline, c'est parfait. Alors, vous êtes 60 inscrits. Que vous nous rejoignez. Bonjour Nathalie. Ok, pour dans le tourisme, tout va bien. La Mona aussi. Bonjour à la Mona. Eh ben, voilà, nous on est ravis de vous retrouver en ligne. On est ravis voilà, de pouvoir de nouveau échanger avec vous tous et avec chacun. Donc vous, auditeurs de la Nouvelle-Aquitaine et auditeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, juste une petite présentation. Donc, je suis Stéphanie et à côté de moi, il y a David, mais voilà, je vais vous présenter un peu plus tard et qui se présentera lui-même, qui est notre expert du jour sur le sujet des nouvelles générations. Donc, voilà, je suis Stéphanie, on vous parle ici de Lyon. J'appartiens au service professionnalisation d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, c'est le comité régional du tourisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on agit sous la marque commerciale Trajectoire Tourisme, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. On est l'organisme de formation pour les professionnels du tourisme en région. Voilà, donc ce premier rendez-vous s'inscrit dans notre programme global de professionnalisation, donc un programme qu'on a co-construit ensemble et en coordination avec nos amis de la MONA, de la Nouvelle-Aquitaine, donc la mission des offices de tourisme. Donc on est ravis je vois qu'ils sont tous en ligne, voilà, Amélie, Florent, bonjour à tous. Voilà, donc cette année, nous allons vous présenter et vous proposer ensemble chaque mois un rendez-vous, donc un mercredi par mois de 11h à 12h, voilà, qu'on va en alternance animer soit de Lyon, donc pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, soit effectivement de la Nouvelle-Aquitaine pour nos collègues de la MONA. Voilà, donc quelques informations techniques, mais vous avez déjà tous bien, trouvé le système, effectivement. Quelques informations techniques. Voilà, vous avez possibilité de régler vos haut-parleurs pour mieux nous entendre. En haut, vous avez une petite icône qui doit s'afficher en vert. Bon, le chat, vous l'avez tous découvert, c'est pas la peine de vous le présenter plus. Voilà, on vous conseille, et nous, on a fait la même chose de notre côté, de fermer vos applications, voilà, de vous mettre un peu au calme et de pouvoir pleinement, en tout cas, pouvoir réinvestir cette présentation. Alors, pour vous dire aussi, ce web séminaire est enregistré, donc il va faire l'objet d'un replay qui sera installé sur les sites web professionnels d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et de la MONA. Donc, on vous enverra un lien en postérieur à cette présentation pour que vous puissiez la revisionner. On va rester ensemble à peu près 1 heure, donc on a prévu à peu près 45 minutes de présentation et puis à peu près un quart d'heure de conclusion où je reprendrai la parole et puis de questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible au fil de l'eau. Et sinon, on vous répondra effectivement en fin de présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc voilà, donc déjà pour vous donner un peu le ton de cette présentation, de ce premier rendez-vous à distance, on continue l'exploration qu'on a commencé ensemble avec notre programme de professionnalisation de l'année dernière autour de la transformation, du changement dans les organisations et dans nos organisations du secteur du tourisme et des métiers. Et ensemble aujourd'hui avec David, on va vous proposer un décryptage autour du management de ce qu'on appelle les nouvelles générations. Alors c'est vrai qu'en préparant ce web séminaire avec David, voilà, moi je me suis posé beaucoup de questions. Effectivement, on parle d'elle comme d'une génération indépendante, pionnière, voilà, qui invente, qui bouleverse les codes, qui vient un peu dans l'entreprise comme un boulet de canon. On les dit en quête d'autonomie, en quête de vision, de besoin de sens. On dit qu'ils n'ont pas peur du changement. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger ensemble sur ces sujets et voir effectivement ces spécificités et si réellement ce sont des spécificités. Ouais, voilà. Du coup, vous présentez un peu notre intervenant du jour, voilà, David. Alors David, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre, est coach professionnel et formateur. Il se dit lui-même apiculteur d'entreprise, voilà, avec un passé très présent dans le commerce et le marketing sur des environnements internationaux. Donc David aujourd'hui accompagne les personnes, les équipes, les entreprises
et les aide à déployer des bonnes pratiques pour améliorer conjointement la performance au travail et le plaisir. Voilà. Donc un beau programme. Et c'est vrai que quand on a échangé, David nous a vraiment souligné pour lui la nécessité de valoriser l'humain au service des projets. Je vais maintenant lui passer la parole, donc lui passer le petit micro-cravate pour que vous l'entendiez mieux. Je vais m'effacer et je vous retrouve en fin de présentation. Voilà, David. Okay, merci Stéphanie. Je te laisse la parole. Super. Voilà. Hop. À tout à l'heure. Alors Stéphanie n'est pas loin de rassurer. Si je fais une bêtise, elle me rattrapera. D'abord, merci. Moi, ça me fait extrêmement plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis ravi d'initier ce parcours de webinaire. C'est une première pour moi, sachez-le. Et malgré mes 50 ans passés, ça a dû titiller la fibre milléniale chez moi, puisque je me suis mis en mode même pas peur. Et je me suis dit, bah, let's go, quoi. C'est vraiment une introduction à ce que nous allons faire en présentiel lors de la formation du mois de juin. Cependant, ce que ça n'est pas, c'est un déroulé de ce que nous ferons en mode condensé. On va plutôt voyager ensemble et puis échanger sur ces fameuses jeunes générations avec tout ce que ça peut comporter de réel et de fantasmé. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à la slide suivante et d'appuyer sur, à mon top, vous appuierez sur le mode lecture de vidéo. Vous êtes prêts? Let's go. Voilà la petite mise en ambiance. Alors, avant d'aller un cran plus loin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé un peu des responsables, des managers, des dirigeants, et on leur a demandé, ouais, c'est quoi finalement les jeunes générations pour vous? Et on a eu quelques verbatims qui étaient intéressants à partager. Je vous les fais suivre. Ils ne respectent pas les codes. Ils veulent tout de suite. Ce sont des quiches en orthographe. Je suis toujours obligé de repasser derrière eux, c'est le bazar. Ils font toujours 10 choses en même temps. À mon époque, on était patient, on apprenait étape par étape. Ils s'habillent n'importe comment, à l'air quand même au boulot. Ils s'imaginent que tout leur est dû. Ils sont toujours rivés à leur écran. Ils sont nonchalants. Ils sont jamais à l'heure, c'est insupportable. Ils sont pas investis. Voilà des feedbacks qu'on a pu avoir. Je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais moi j'ai entendu à plusieurs reprises. Je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez peut-être. Ça vous dit quelque chose, peut-être, cette dame-là. Accessoirement, elle s'appelle Madame Lagarde et elle est présidente du FMI. Ça, c'est aujourd'hui. Et la voici quelques années en arrière, où elle était une grande avocate, encore avant étudiante, et encore avant championne de natation synchro. Ce monsieur-là, vous le connaissez peut-être. Richard Branson, ça vous dit quelque chose? Le voilà avec ses lancements de nouveaux produits, sa fameuse fusée. Et ça, c'était encore avant. Et ça, c'était encore bien avant. Allez, en dernier pour vous, mesdames, un très beau gosse, monsieur Romain Duris. Il est pas mal, hein? Avant, il était comme ça, il n'y a pas si longtemps. Et encore avant, il y a beaucoup plus longtemps, je crois que c'est l'époque de l'auberge espagnole ou quelque chose comme ça. Et puis ses premiers castings, voilà là où il était. Et donc, on a tous été jeunes à un moment donné, et il est probable qu'on a tous eu à un moment donné aussi des représentations qui nous ont été accrochées. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de prendre quelques éléments de contexte pour se remettre en mémoire quelles peuvent être les caractéristiques des générations
tels qu'on peut les voir en entreprise aujourd'hui. Parce que finalement, on fait quoi? Est-ce qu'on veut les faire rentrer dans notre moule? Ou est-ce qu'on fait ce pas de côté et on se dit peut-être qu'il y a autre chose à faire ensemble? Alors, j'évoquais le fait qu'aujourd'hui en entreprise, on a pas mal de générations qui se côtoient. On en compte 4 aujourd'hui. Celle dont je ne parle pas actuellement dans cette slide, c'est la génération des baby boomers, dont on dit qu'elle est née effectivement à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. C'est celle, pour ma génération, de génération X de nos parents. Il en reste encore. Je ne vais pas forcément focaliser dessus. En revanche, je vous propose qu'on regarde ensemble les autres générations sur lesquelles il y a une vraie mixité. C'est des générations dites X. Hein, encore une fois, on est dans des codes. Nées entre 60 et 80. Avec, en termes de points positifs, l'expérience, la loyauté, le respect de l'autorité de la hiérarchie, l'organisation, une forme quand même de capacité d'innovation managériale, pardon. En revanche, dans les points qui sont un peu compliqués, c'est en termes de communication, on n'est pas tous très outillés, je dirais en particulier nous les hommes. La difficulté pour être transparent, une conception encore, un héritage assez pyramidal de l'entreprise, un peu top-down, je pense donc tu suis. Ça fait partie de nos travers, je dis nos parce que j'en fais partie, et aussi peut-être une forme d'exclusion, notamment par rapport aux nouvelles technologies. On n'est pas né avec un smartphone dans la main, on n'est pas forcément à l'aise avec toutes les technos, et pour certains d'entre nous, ça peut poser une difficulté qu'on essaie de rattraper autrement. La génération qu'on appelle Y, c'est celle qui est née jusque dans les années, au milieu des années 90, qu'on appelle Digital Natives, qui est plutôt assez ouverte au changement, elle, qui est très adaptative, très autonome, qui apprend facilement, qui a envie d'apprendre et qui est plutôt extrêmement à l'aise avec les outils. En revanche, la hiérarchie, c'est quelque chose de plutôt compliqué pour eux. En tout cas, elle se gagne. En tout cas, le respect de la hiérarchie se gagne. L'engagement collectif, bof, bof. Et puis, dans les points particuliers qui sont autant de points de réflexion pour nous dans la suite de ce webinaire, le besoin d'équilibre entre la vie pro et la vie perso, et de la porosité qu'on verra après. Et puis, celle qui pousse à la porte actuellement, donc la génération qu'on appelle Z, c'est celle qui est née après 95. C'est peut-être pour certains d'entre nous nos enfants. Et eux, alors, ils ont une forme de sens des valeurs, une vocation tout de suite d'aller à l'international, ont besoin d'une transparence absolue et qui percute à une vitesse qui nous met, parfois dans l'embarras. Ils ont hyper envie d'entreprendre, beaucoup d'entre eux ont envie d'aller vers les startups, etc. Par contre, on les a nourris, les parents ou les collègues qui sont déjà sur le monde du travail, vers une vraie méfiance par rapport au monde de l'entreprise. Donc ils sont extrêmement perturbés par ça. Ils sont impatients, ils sont exigeants et ils ont une capacité à manquer parfois de focus. Alors, il est important d'y faire attention parce que la génération Y et Z, c'est 50% des actifs l'année prochaine. Donc, que vous le vouliez ou pas, il va falloir bosser avec eux. Donc, ouais. Il va falloir faire un petit travail de réflexion sur nous en tant que manager. Alors oui, ça peut faire sourire. Ça peut faire sourire tout ce que je dis, effectivement, parce que on est un peu dans la caricature. On peut trouver chez les uns et chez les autres des caractéristiques de millennials. On peut avoir des jeunes qui ont déjà des comportements de vieux, au sens sclérosé. Donc voilà, on est dans la caricature. Néanmoins, ce que je vous propose de regarder ensemble, c'est quelles sont les attentes qui ont été validées par des études récemment. Et ensuite, on regardera ce qui est en notre pouvoir pour cheminer avec eux et pour nous en faire des alliés. Alors ces attentes, elles sont majeures chez les jeunes générations, mais je fais l'hypothèse que pour beaucoup de vos collaborateurs,
sont aussi des attentes fortes. Peut-être qu'ils l'expriment moins. Dans ces attentes, la première, c'est on respecte le manager, non pas pour ses galons, mais pour son talent. Quand je dis le talent, c'est plein de choses. C'est son expertise, évidemment, mais c'est sa capacité à relationner les uns avec les autres. C'est sa capacité à finalement être manager-coach plutôt que juste manager garant d'un savoir. Ça peut créer de la tension comme je l'ai mis avec la petite icône. La deuxième chose qu'ils attendent, c'est de la créativité, la possibilité d'innover, d'expérimenter de nouvelles choses. Et ça demande de votre part d'oser donner le droit à l'erreur. Pas simple ça, le droit à l'erreur. Parce que voilà, dans nos représentations, se tromper, en tout cas en France, c'est pas forcément très culturel. Ils attendent de la solidarité de l'esprit d'équipe. Ils ont eu l'habitude de travailler en mode projet. Moi, j'ai la chance d'accompagner des étudiants. C'est dans leur ADN aujourd'hui. Aujourd'hui, on bosse beaucoup en mode projet et non pas en mode individuel. Ils le savent, ils le font pour certains beaucoup mieux que nous. Ils ont besoin de se sentir contributeurs, de servir une cause utile. Ne leur demandez pas des reportings débiles, vous allez les perdre. Ils ont besoin d'apprendre. Ils ont besoin d'apprendre vite. Ils ont l'habitude de trouver l'information dont ils ont besoin sur des tutoriels, sur des MOOC. Donc, quand ils vous demandent quelque chose, il faut être réactif. Ils demandent de la transparence. Là aussi, pas simple, c'est pas culturel chez nous. Ils demandent une forme d'équilibre vie pro, vie perso. Et du coup, ça veut dire aussi parfois de la porosité. Et c'est possible que le lundi matin, vous ayez des collaborateurs, des jeunes collaborateurs qui ne soient pas présents à la réunion d'équipe. En tout cas, ils sont présents physiquement et ils sont sur leur smartphone en train de regarder les snaps du week-end qu'ils ont passé ensemble, où ils sont bien marrés, en train de s'envoyer des WhatsApp, etc., etc. Et pas forcément dans votre réunion. Ils demandent de l'équité. Ils demandent une forme d'esprit entrepreneurial. Ils demandent de la communication. Ils sont insolents. Ils demandent de l'agilité, de la souplesse. Ils demandent tout ça. Donc, ça fait vraiment beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup pour les managers. Et nous, managers, en fait, ça peut nous mettre en difficulté. Pourquoi? Je vais vous donner quelques clés, mais avant de vous donner ces clés-là, c'est un premier constat, c'est que, en fait, on ne voit pas le monde tel qu'il est, évidemment. On voit le monde tel que nous sommes, avec nos propres lunettes, avec notre histoire professionnelle, avec notre culture, notre éducation, avec des propos de personnes qui sont plutôt des figures mentorales pour nous. Et avec ces filtres-là, on bâtit un regard sur nos collaborateurs qui est plus ou moins juste, plus ou moins pertinent. Et on va fonctionner avec ces filtres-là. Si on veut que ça se passe bien avec nos jeunes collaborateurs, je crois qu'un des facteurs clés de succès, c'est peut-être de réfléchir différemment. Différemment, c'est-à-dire changer le regard qu'on va poser sur eux. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce que ça nous demande de réfléchir sur nous. Ça nous demande peut-être d'accepter que ce qu'on fait n'est pas forcément tout le temps nickel. D'oser le dire, d'oser se le dire d'abord à soi, et puis d'oser aussi le partager. Ça demande une forme d'humilité. Autant de choses qui sont compliquées. Et vous voyez là, avec ce que je suis en train de faire, on est en train d'aller vers des sujets plutôt de développement personnel, parce que c'est de ça dont il s'agit. Pour que ça se passe bien avec vos équipes, ça va d'abord commencer par nous, par soi. Qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Ce que je peux faire pour changer les choses, c'est déjà peut-être apprendre à me connaître. Et c'est très rare qu'on fasse cet exercice-là finalement. En tant que manager, on est souvent dans nos expertises. On a envie que ça se passe, que ça dépote, de délivrer, et on prend rarement le temps de se poser quelques bonnes questions. On est plutôt dans le déroulé, dans le livrable, etc. Alors pour apprendre à se connaître, il y a plein de possibilités. Je vais vous en livrer quelques-unes. Ça part par des outils qu'on appelle des outils de connaissance de soi, on appelle ça des outils d'inventaire de personnalité. Il y en a plein qui sont tous très bons.
ils sont très bons au sens, non pas dans l'absolu, mais surtout qu'est-ce qu'on en fait. Je peux parler du MBTI, je peux parler du DISC, de la process communication, de l'énéagramme, de management drives, de l'analyse transactionnelle. Encore une fois, ce sont des outils au service d'une connaissance de soi, mais qui vont nous donner des clés de compréhension de nous-mêmes. Et alors, il y a une question qui est extrêmement pertinente et je vous remercie, je crois que c'est Véronique et Cyber. Vous avez raison, c'est pas dans un seul sens. C'est pas dans un seul sens. Mais vous, en tant que manager, ça doit commencer par vous. Mais vous avez complètement raison, on est dans la co-construction. Les choses se feront à partir du moment où vous faites, vous, 50% du chemin et que vos collaborateurs feront les 50%. Mais votre rôle de manager est d'initier ces 50%. On va le voir après. En tout cas, ces outils de connaissance de soi sont intéressants parce que, précisément, on va apprendre à se regarder avec ce qu'on a de beau d'abord. Il est rare culturellement, parler de soi en bien, c'est pas naturel. Mais il y a plein de choses qu'on fait bien. Et ça permet de se regarder et d'acquérir de la confiance en nous-mêmes, de nous apprécier pour ce que nous sommes. C'est aussi se regarder avec nos travers. Parce que oui, il y a plein de choses belles qu'on fait et on fait aussi on a des comportements qui sont parfois toxiques, sans le vouloir. Et d'apprendre à se connaître va nous aider là-dessus, d'abord pour nous, et puis va nous permettre aussi de regarder l'impact que ça peut avoir sur nos collaborateurs. Quand je fais ça, quand j'adopte ce comportement-là, quelle est la manière dont ce comportement peut être reçu par l'autre, notamment par les jeunes générations. Au-delà de ça, ça vous apprendra aussi, en vous connaissant vous, de poser aussi quelques clés de lecture sur vos collaborateurs. D'après ce que je vois, apparemment Nathalie fonctionne plutôt comme ça. Et du coup, c'est peut-être ce biais de communication-là qui sera plus pertinent quand je vais échanger avec elle. Ou alors, quand je me comporte comme ça, c'est vrai que je suis plutôt vexant pour elle, je le prends pour elle, et donc peut-être que je peux lui dire les choses différemment. L'idée, c'est vraiment déployer cette agilité en se connaissant mieux. Ça demande aussi, en termes d'humilité, de travailler ce qu'on appelle la courbe du deuil. Vous connaissez peut-être la courbe du deuil. On va l'appeler courbe du changement parce que c'est plus approprié à la situation. Mais en tout cas, le fait de travailler avec des jeunes générations nous impose ça, de faire ces allers-retours avec les différentes étapes de la courbe du changement. Par exemple, dans la courbe du changement, vous avez plusieurs étapes, notamment le choc. Le choc, par exemple, dans le cas du tourisme, c'est pas possible. Elle a un M2 en tourisme et dans ce doc, il doit aller à la com de com. Pour les commémorations, c'est truffé de fautes d'orthographe, mais j'y crois pas. Ça, c'est le choc. Le déni, c'est, par exemple, non, mais c'est pas vrai. Elle a bien vu que sur le règlement intérieur, nous sommes tenus d'être habillés de manière très professionnelle, en particulier quand on va chez des clients. Et il vient toujours avec son jean à trous. C'est n'importe quoi. La colère, effectivement, des fois, dans les émotions, on peut être amené à se mettre en colère contre nos collaborateurs, en particulier les jeunes, parce qu'on ne les comprend pas. Alors moi, je vais faire une petite halte sur ce sujet-là, parce que c'est extrêmement important. La colère est une émotion qui a de la valeur. Il ne faut pas la négliger. Maintenant, si elle est mal employée, elle peut être assez destructrice dans votre relation à l'autre. Donc, ce que nous travaillerons pour ceux d'entre vous qui seront lors de la formation, c'est comment utiliser cette colère d'une manière qu'elle soit entendable par l'autre. On utilisera des techniques de communication, du type communication non violente, etc. Mais en tout cas, à ce stade, tant que vous n'y êtes pas formé, moi, ce que je vous invite, c'est de ne pas y céder. De ne pas y céder pour ne pas détruire la relation qui vous lie à l'autre. Et peut-être prendre ce temps de recul qui vous permettra de prendre de la hauteur et de revisiter ce que vous avez envie de dire. La partie, par exemple, dépression, l'abattement, ça peut être des comportements du type non mais c'est bon, je suis vraiment trop un has-been en tant que manager, laisse tomber. J'ai 50 balais, je suis complètement à côté de la plaque. Ouais, je pense que je suis un vieux con maintenant. Et ce comportement qu'on a tous vécu peut nous faire parfois des erreurs managériales du type accepter
accepter des congés alors que la période est vraiment, c'est la période des vacances, où on est au top de l'activité de tourisme. Bah oui, nous aussi en tant que manager, on fait des bêtises pour pas dire autre chose. Mais ça fait partie du cycle. Et avant ça, tant qu'on n'est pas passé par ces étapes-là, on ne sera pas dans cette acceptation. L'acceptation de dire oui, ils sont différents de moi, je suis différent d'eux, et il y a probablement plein de choses passionnantes à découvrir. À nous, ensemble, de trouver des solutions pour tirer le meilleur de notre relation finalement. Et maintenant, je vous invite à découvrir un autre outil que je trouve extrêmement simple en apparence et d'une puissance fabuleuse euh, dans la connaissance de nos comportements et de la manière dont on agit. C'est l'outil qu'on appelle l'outil des 3 cercles. Alors, ce nom un peu pompeux, ça vient de travaux qui ont été faits par Stephen Covey, notamment dans son bouquin qui s'appelle Les 7 secrets de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et ça parle de plusieurs choses. D'abord, du cercle de préoccupation. Et dans ce cercle, j'y mets tout ce qui me préoccupe, tout ce qui me pollue, mais au fond sur lequel j'ai zéro influence. Ça ne veut pas dire que c'est pas là, c'est là, mais malheureusement, je n'ai pas pouvoir d'agir. Le deuxième cercle, c'est le cercle de l'influence. C'est dans ce cercle, moi, tout ce sur quoi j'ai pas forcément un pouvoir d'agir directement, mais je peux, par les réseaux que je connais, influencer et faire que les choses bougent ou pas. Et vous en doutez, pardon, le premier cercle est le cercle du contrôle. Le cercle du contrôle, c'est tout ce qui ne dépend que de moi, ce sur quoi j'ai pouvoir d'agir. Et l'idée, c'est que face à des événements, de regarder ce prisme-là et de se dire, voilà, par exemple, ben, voilà, on n'est pas du tout dans la politique, mais de fait, ça fait 12 ou 13 semaines que les week-ends sont occupés par les activités des Gilets jaunes. Donc j'imagine qu'elles ont un impact sur l'activité du tourisme pour vous. Ok. Peut-être qu'il y a eu une énorme baisse de fréquentation des sites touristiques auxquels vous êtes habitué d'avoir des bons pics. Ouais, c'est vrai, probablement. Est-ce que vous pouvez agir là-dessus? Je pense pas. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de se faire ce pas de côté et de dire, ok, là-dessus, très bien, ça ne m'appartient pas. Je vais regarder ce qui m'appartient. Et peut-être que ce qui m'appartient, c'est de réunir en fait toute son équipe, les jeunes et les moins jeunes, et puis de se dire, ok, il y a ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser cette courbe ensemble? Et ça peut être, on le verra, des pratiques collaboratives du type World Café, du type réunion déléguée où tout le monde, où je mets en puissance tout le monde, de manière à ce que les solutions ne viennent pas de moi. Et là, on passe de cercle de préoccupation, ce sur quoi j'ai pas de prise, à ce sur quoi j'ai de l'influence et du contrôle. Et c'est vraiment extrêmement puissant que de se poser les questions là. C'est pas confortable. C'est pas confortable parce que c'est vrai que des fois on aime bien bouc émissariser les autres. Oh non, mais c'est pas de notre faute. Si s'il y a une baisse de fréquentation, bah, c'est à cause des gilets jaunes. Ouais, peut-être. Mais qu'est-ce que tu peux faire toi en tant que manager pour que les choses changent? Voilà. J'aime bien dire que j'aime pas donner de réponse, mais vous aider à vous poser quelques bonnes questions. Et cet outil-là est un bel outil pour se poser des questions. Alors oui, je vous ai donné un petit peu quelques clés pour vous managers. Et pour l'avoir été, je sais combien c'est compliqué d'être manager parce que en fait, vous êtes tiraillé. Vous êtes dans ce qu'on appelle des injonctions paradoxales. On vous demande de faire tout et son contraire. On vous demande de gérer le court terme et le moyen terme. Et le moyen terme pour vous, c'est pas du tout le moyen terme pour vos collaborateurs des jeunes générations, hein. Clairement, le court terme pour vous, ça peut être un horizon à 3 mois. Pour eux, c'est quelques semaines. Et vous devez gérer les deux. On vous demande aussi de donner du contrôle à vos collaborateurs. On vous demande aussi de les mettre en autonomie. Mince, comment on fait? On vous demande de vivre des changements parce que votre univers change, et c'est très bien. Et on vous demande aussi de stabiliser les équipes. On vous demande de la qualité et on vous demande de la productivité. Pardon. On vous demande d'être manager coach au titre individuel et de développer l'esprit d'équipe. Bref, vous avez un métier qui est génial et compliqué.
Ça veut dire aussi réfléchir autrement. Ça veut dire aussi peut-être, non pas résoudre tous les problèmes tout seul, mais plutôt vous appuyer sur vos équipes et peut-être que eux vont vous donner quelques bonnes solutions. Par exemple, ça peut être des réflexions, quand c'est possible, sur ce qu'on appelle le flex office, sur le home office, comment faire pour accueillir finalement ces temps des jeunes générations qui sont différents des nôtres. Et ça veut dire aussi apprendre à être indulgent avec soi-même en tant que manager. Et ouais, quand on est manager, on fait des conneries. Mais on fait. Ça, c'est important, c'est d'être dans l'action. Dans ce qui marche, eh bien, un bel outil, parmi d'autres, que j'appelle le management situationnel. C'est-à-dire que, voilà, on m'a demandé si je pouvais faire des tours de magie, mais j'ai expliqué à Stéphanie que j'étais pas Harry Potter et que j'étais incapable de donner une seule solution. Pourquoi? Parce qu'en tant que manager, en fait, vous devez vous adapter. Vous allez vous adapter en fait à vos collaborateurs. Vous allez vous adapter à vos collaborateurs. En fait, vous allez les prendre là où ils en sont. C'est-à-dire, alors, je fais une petite aparté. Flex Office ou Home Office, ce sont des notions. Le Home Office, c'est par exemple la possibilité que vous donne la direction de travailler à domicile. Encore une fois, il faut que ce soit compatible avec les contraintes du bureau, etc. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ça l'est. Ça peut être une solution à explorer. Ça demande aussi une bonne dose de lâcher prise parce qu'on peut être dans les représentations selon lesquelles, ah ouais, mais si sur la maison, ils ne vont rien faire. Sachez que le paradoxe, c'est que, en fait, comme on donne de la confiance aux collaborateurs qui bossent de chez eux, souvent ils délivrent beaucoup plus que quand ils sont au bureau. Le flex office, c'est le fait de ne pas avoir des bureaux dédiés. Dans des bureaux paysagers, vous pouvez avoir des organisations qui laissent des bureaux qui sont assez nomades. Voilà ce que c'est le flex office. J'espère avoir répondu à la question. Pour revenir au management situationnel, l'idée c'est qu'effectivement, vous allez adapter votre management en fonction de là où en sont vos collaborateurs. Et si vous avez, par exemple, un collaborateur qui est à la fois junior et qui a une fonction qui demande finalement parfois peu de réflexion, vous allez adopter un style très directif, où il y aura finalement beaucoup de contrôle. C'est l'échelle, donc c'est l'abscisse, c'est l'ordonnée, excusez-moi, le comportement instrumental et peu de relationnel. Ensuite, si vous avez des collaborateurs qui sont peut-être plus dans vos univers juniors, mais qui ont besoin peut-être d'être accompagnés en termes de savoir et de relations, vous serez dans le style persuasif et dans le style participatif si le collaborateur est outillé en termes de normes, etc. Et puis, en revanche, s'il a besoin d'être relationnel, beaucoup de relations entre vous, vous serez dans le style participatif. Et pour les collaborateurs qui seront seniors, qui seront hyper autonomes et qui ont besoin qu'on leur donne juste le périmètre de la mission, vous serez dans le style délégatif. Et c'est vraiment salutaire parce que d'abord, vous allez mettre votre énergie là où il y en a besoin. Alors Montessori disait une chose très pertinente, il faut avoir confiance pour donner confiance. Et vous avez tout à fait raison. Et justement, les outils de connaissance de soi permettent de développer cette confiance. Et vous êtes effectivement le meilleur outil. Vous êtes votre meilleur outil. Et il y a une porosité de la confiance comme il y a une porosité du stress. J'évoquais donc en termes de le confort du management situationnel, c'est que ça va vous permettre aussi de gérer votre temps et de consacrer la bonne dose d'énergie et de temps aux personnes qui en ont besoin. Enfin, un autre outil que nous avons développé chez Vivement Lundi, qui est une autre société avec laquelle je collabore, c'est ce que j'appelle les 11 leviers du plaisir au travail. Alors là aussi, ce n'est pas de la physique nucléaire, c'est du bon sens. Ce sont des managers et des dirigeants que nous avons écoutés. C'est la compilation d'éléments théoriques et de littérature managériale qui fait que nous, notre fonctionnement, notre vocation, c'est de développer la performance par le plaisir au travail. Et comme vous le disiez, Mansouri, ça commence par la confiance. Est-ce que d'abord j'ai confiance en moi? Et si j'ai confiance en moi, je vais pouvoir donner confiance à un collaborateur. Ça veut dire du coup donner le droit à l'erreur. C'est également la reconnaissance. Beaucoup de managers sont dans cette conviction que, je ne vais pas dire à mon collaborateur qu'il a bien bossé, puisque à un moment, je l'ai embauché pour ça, non?
Ah, par contre, quand il va faire une connerie, là, le scud, il va l'avoir tout de suite. Eh ben non. C'est important de dire ce qui est bien quand c'est bien fait. Et c'est d'autant plus important que quand vous reconnaissez la valeur de vos collaborateurs, ils seront d'autant plus enclins à accepter les feedbacks de recadrage. Parce que on n'est pas chez les bisounours. Il y a des fois que vos collaborateurs ne font pas des choses exemplaires. Il faut le leur dire. L'écoute, notamment dans les jeunes générations attendent énormément d'écoute de votre part. C'est en ça que ce que j'appelle le management coach. L'autonomie, donner une mission et puis être là en observation et disponible s'il y a besoin d'éclaircissement ou de recadrage, mais les laisser expérimenter. Ce sont des moments de partage. Hein, c'est important d'avoir des rituels, des anniversaires, des choses comme ça. C'est donner du sens et de la vision partagée. Ça permet à chacun des collaborateurs, les jeunes comme les moins jeunes, de savoir qu'ils contribuent à quelque chose d'important. Hein, ils sont contributeurs. La sécurité, bien entendu. Par exemple, quand on est en station, les personnes ont besoin d'être en sécurité. La fierté, c'est hyper, hyper, hyper important. Le sentiment d'appartenance, je suis fier parce que je fais partie de l'Office du tourisme du Beaujolais et grâce à ça, je fais rayonner ma région, qui est une région que j'adore. L'équité, notamment chez les jeunes. Les jeunes attendent énormément d'équité de votre part. Ils ne veulent pas de traitement différent au prétexte qu'ils sont jeunes. Des conditions matérielles favorables, bon, ça paraît logique, et l'équilibre vie pro, vie perso. Par exemple, ça veut dire que pour les jeunes générations, n'imaginez même pas de leur interdire d'accéder à Facebook sur leur lieu de travail. Vous pouvez. Alors ça paraît paradoxal, mais vous pouvez. Sachez que la productivité ne sera pas du tout accrue. Probablement bien au contraire, parce qu'ils y accéderont autrement. Donc voilà. Qu'est-ce que vous acceptez de lâcher qu'est-ce que vous acceptez de contrôler? En tout cas, ces 11 leviers-là, selon nous, vont générer du plaisir au travail. Et, encore une fois, dans notre vision, qui est une vision pérenne de la performance des organisations, c'est ce plaisir va générer de l'engagement, de la créativité, de la prise d'initiative, et au fond de la performance durable. La performance durable qui elle-même va générer du plaisir, etc., etc. On rentre dans un cercle vertueux. C'est un peu notre credo. Quelques pratiques qui fonctionnent bien également, ce sont des pratiques d'intelligence collective. Vous avez recruté des gens qui sont super, mais utilisez-les, bon sang. Vous avez des pépites, il faut que vous les utilisiez. Faites-vous plaisir avec eux. Ça passe par des sujets comme le co-développement. Ça passe par des sujets comme les World Café. Hein, pour ceux qui seront à la formation, on regardera comment ça fonctionne et on peut vraiment libérer de l'énergie exceptionnelle. On peut se régaler. Ils vont vous trouver des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé. C'est des réunions, ce qu'on appelle les réunions déléguées. Il n'y a rien de plus pénible que des réunions où tout le monde est passif. C'est le mentorat inversé. On a évoqué la techno dépendance pour certains managers. Pourquoi pas créer des binômes managers seniors et jeunes collaborateurs. Et l'un va apprendre à l'autre comment servir de Twitter, de WhatsApp, etc., etc. Ça peut être génial. Et c'est vraiment ça qui va permettre de mettre de l'énergie, des choses géniales au service de votre organisation. Les autres bonnes pratiques, parmi tant d'autres, on ne va pas tous les dérouler évidemment. Une chose un peu disruptive dont je voulais parler, équilibrer les énergies. C'est très 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 important. Alors j'ai mis le yin et le yang parce que je n'ai pas envie de dire de féminin et de masculin parce que c'est très caricatural. Mais par exemple, cet équilibre énergie masculine et féminine, c'est ce que j'appelle la bienveillance, qu'on pourrait qualifier d'énergie plutôt féminine, et qui n'est pas exclusive aux femmes ou aux hommes. On a tous cette part en nous, la bienveillance qui est nourrissante, qui est protectrice, et l'exigence, parce que voilà, l'un sans l'autre ne donne rien. Donc, c'est vraiment important d'avoir de sortir en fait de ce schéma un peu on est fort, dans l'entreprise, on a vocation à délivrer de la performance, du résultat. Oui, absolument. Et vous pouvez le faire différemment. N'hésitez pas à explorer et n'hésitez pas à faire ses pas de côté pour faire les choses différentes.
N'hésitez pas à vous marrer aussi, ça c'est super important, ça marche bien avec les jeunes générations, ça marche avec tout le monde, en particulier avec les jeunes générations. Typiquement, ce que je peux imaginer, vous avez un collaborateur qui est tout le temps à la bourre, à l'occasion d'un événement, tiens, pour ton anniversaire, je te fais un réveil, par exemple. Alors évidemment, ça ne peut pas porter tout le temps, hein. C'est en ça que c'est important d'abord de vous décoder vous et de décoder vos collaborateurs. Mais si c'est un levier qui fonctionne pour eux, utilisez-le. Amusez-vous, mettez du fun. On peut parler de choses sérieuses sans être sérieux. Et puis, une autre bonne pratique parmi tant d'autres, c'est de communiquer. Et là, celle-là, elle est incontournable. Quand je dis communiquer, c'est vraiment communiquer. C'est pas juste échanger. C'est par exemple des feedbacks. Vos collaborateurs sont hyper en demande de feedback, notamment les jeunes. Ça les fait grandir. On est aujourd'hui dans des démarches de marque employeur, c'est-à-dire comment finalement garder les talents, les attirer, les garder et faire de bons ambassadeurs de votre organisation. Les feedbacks, c'est important. La communication non violente. Les feed-forward, c'est un mot un peu barbare, mais les feedbacks, c'est une boucle de rétroaction. Donc on va dire ce qui s'est passé. Le feed-forward, c'est de proposer d'expérimenter de nouvelles choses. Tiens, la prochaine fois que tu fais ça avec quand tu présentes aux clients américains, essaie d'expérimenter ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, vous donnez du pouvoir à vos collaborateurs. Ils sont hyper en demande de ça. Alors, je vais aussi parler de fausses bonnes recettes. La raison pour laquelle je vais parler de fausses bonnes recettes, c'est qu'on est tenté d'appliquer parfois des choses qu'on a vues sans les mettre en question. Alors ça, un bureau comme ça, c'est là, on est dans les films. Ça n'existe pas. On a été un peu bercé ces derniers temps, ces quelques années en arrière, par les notions de happy, de bonheur au travail, avec des chansons, avec des magazines qui apparaissent, etc. Avec un très très beau reportage qui a été diffusé en 2015 par Arte sur les journées du bonheur au travail, avec plein de beaux exemples d'entreprises qui ont très très bien fonctionné. Chronoflex, Favi, Gore. On a été bercé aussi avec ce qu'on appelle les Chief Happiness Officers, qui ont été entre guillemets vulgarisés par Laurence Vanet, qui a réussi à mettre en place un esprit hyper positif et performant dans un univers qu'on pourrait imaginer sclérosé, la sécurité sociale en Belgique. Et elle a fait un travail très très profond. Et malheureusement, certaines organisations ont cédé à la facilité et sont arrivées à des choses un peu bizarres. Typiquement, nous intervenons dans l'univers de la santé, c'est pas ça la santé. Je suis désolé mesdames, mais j'ai pas toujours Georges Clooney sous la main. Vraiment désolé, hein. On me le demanderait. Je pense que ça marcherait beaucoup mieux, les formations qu'on dispense, mais c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours comme ça l'univers de la santé. La méditation n'a pas toujours sa place dans les organisations. On n'est pas dans le pays des bisounours. Pas tout le temps en tout cas. Et le fait d'installer un baby-foot ou de proposer des séances de méditation ou d'avoir une salle de détente, etc., j'ai envie de dire, si c'était aussi simple que ça d'engager ses collaborateurs, ce serait vraiment super. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Tant que vous n'avez pas fait un travail profond de réflexion sur la manière dont vous avez de manager vos collaborateurs, vous serez à côté de la plaque et vous allez vous tromper de combat. Donc vraiment, j'ai envie de dire, mon invitation, c'est de se poser des bonnes questions sur la manière dont on fonctionne, sur le comment, et pas sur le quoi, sur le comment je fais les choses. Et je fais l'hypothèse que quand vous solliciterez, et sans ça je reviens sur le côté co-construction, ça ne dépend pas que de vous, mais ça dépend beaucoup de vous, vous aurez des retours. Vous allez pouvoir engager vos jeunes collaborateurs. Sinon, vous êtes dans la calinothérapie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que on est dans de la communication, on est dans du factice. Soit dit en passant, ce qui ne marche pas non plus, c'est le top-down, hein, le côté très contrôlant. Il y a des situations dans lesquelles ça s'impose, mais c'est vraiment à la marge, et notamment avec les jeunes générations. Donc le côté je pense donc tu suis, abstenez-vous. Voilà. Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous échanger pour clore le sujet. Et puis, parce que voilà, on a vocation à être un peu pratico-pratique, je voulais vous proposer en tout cas, 2 diapos sur comment recruter des jeunes talents finalement. On ira un cran plus loin dans la formation en présentiel, mais
voilà, peut-être que vous serez amené à le faire, hein. Je pense que vous arrivez dans la saison un peu active de vos recrutements. Donc j'espère que ça vous sera utile. Sachez aujourd'hui, quand vous recrutez un jeune talent, vous le recrutez, mais autant qu'il vous évalue. Et la relation, par rapport notamment à mon époque de génération X, elle est beaucoup plus paritaire. Et sachez qu'ils ne vont pas hésiter à ne pas prendre le job parce que ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient auprès de vous. Donc ce qui fonctionne bien, c'est vraiment balayer les attendus de la mission, le périmètre. Parce qu'ils vont vous poser ce genre de questions-là. Ils ont probablement fait leur job en allant sur Internet, en se posant quelques bonnes questions, en allant sur des sites du type Glassdoor. Est-ce que c'est bien de bosser dans tel ou tel office du tourisme? Est-ce que c'est bien de bosser dans tel ou tel musée? Quels sont les feedbacks des autres? Vous avez cette transparence-là, elle vaut entre vous et eux, mais elle vaut aussi sur le monde virtuel. Ensuite, posez-vous la bonne question, c'est qu'est-ce que j'attends en termes de savoir-être de ce recrutement? Et qu'est-ce que vous allez voir comme preuve que votre collaborateur l'a? En tout cas, la personne que vous avez recrutée l'a. Et pour ça, n'hésitez pas à solliciter les autres collaborateurs de votre service, hein. C'est important qu'ils soient aussi acteurs du process de recrutement. Ils vont vous donner des attentes, ils vont vous donner des feedbacks, ils vont vous donner une mine d'or d'informations que tout seul, vous n'aurez pas eu. Donc vraiment, ne soyez pas seul. Et ce qui fonctionne bien, c'est bâtir ensemble une grille d'évaluation du recrutement. Pourquoi? Parce que ça permet aussi de mettre un peu de distance avec le seul feeling. Parce que peut-être que ce collaborateur-là aurait été super sympa, ce candidat-là aurait été super sympa, mais est-ce qu'il fait le job? Et comme vous allez être plusieurs à faire ce recrutement-là, la grille vous donnera un petit peu une bonne prise de distance. Ce qui fonctionne très 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 bien, c'est de faire bosser vos candidats sur un cas pratique. N'hésitez pas. Vous allez voir un certain nombre de choses. L'idée n'est pas qu'ils vous répondent de manière juste à un problème, c'est de voir comment il fonctionne. Quelle est sa manière d'appréhender l'information? Quel est en termes de savoir-être ce qu'il met en avant? Et soyez très très observateur de ça. Et puis, si vous le pouvez, faites-le valider par le dirigeant quand c'est possible. Pour ça, en entretien, c'est important de mettre le candidat à l'aise. On n'est plus dans des recrutements entre guillemets à la papa, où on voulait vraiment les mettre en situation d'infériorité et être hyper toxique envers eux pour savoir ce qu'ils ont dans la moelle, quoi. Quand sous tension, parce que sous stress, comment ils réagissent? Non, on n'est plus du tout dans ce fonctionnement-là. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, n'hésitez pas à faire une introduction qui soit un peu informelle. N'hésitez pas à dérouler l'entretien. Voilà comment ça va se passer. Vous allez d'abord nous rencontrer. On va évoquer ci, ça et ça. Ensuite, vous allez travailler sur un cas pratique. Et ensuite, vous allez rencontrer monsieur ou madame Intel, qui sera notre dirigeant, etc., etc. Évitez les questions stressantes. Ou alors, si vous voulez les évaluer, faites-le en fin d'entretien parce que vous imaginez que la personne a du répondant. Mais en début, ça ne sert à rien. Et puis, restez vous-même parce que en restant vous-même, vous donnez à voir le manager que vous allez être. Évaluer l'expertise, pardon, l'équilibre entre les expertises et les savoir-être. Aujourd'hui, je fais l'hypothèse que des étudiants en BTS tourisme ont le même niveau d'expertise. C'est pas ça qui fera la différence. Donc savoir, au fond, puis, vendez ce lien avec ce que vous avez compris des moteurs de ce candidat-là, pour que effectivement il ait envie de vous suivre. Voilà le côté un petit peu pratique que je voulais vous proposer, vous offrir. Et puis, sachez, je vais boucler là parce que manifestement j'ai pris un peu de retard, j'en suis désolé, mais c'est ça, quand on est passionné, c'est le problème.
Euh, juste, qu'est-ce qu'on va faire en présentiel le 12 et 13 juin à Lyon? Déjà, on va parler de sujets évidemment de compréhension des motivations des jeunes générations. On va réfléchir en lien avec ce qu'on vient de voir sur comment manager différemment. On va réfléchir en termes de gestion du temps et des priorités à l'ère du digital. Et ça a un vrai impact évidemment. Et puis on va essayer de mieux travailler ensemble. Et on va faire ça à la manière de vos collaborateurs existants et futurs. Voilà. Et en tout cas, j'espère voilà, qu'on va passer un bon moment. Encore une fois, désolé du temps supplémentaire que j'ai pris, mais bon, je suis un peu emporté par ma passion, donc désolé Stéphanie, merci beaucoup. Je vais te passer la main. Bonjour à tous. Merci David. Je rattache la technique. Voilà. Alors écoutez, il y a eu quelques questions. Si vous en avez d'autres, eh bien, écoutez, c'est le moment. N'hésitez pas. Voilà. On vous écoute, enfin on vous lit plutôt. Y aura-t-il des cas pratiques les 12 et 13 juin? Alors, merci Mansouri de cette question, encore une fois, hyper pertinente. Non seulement il y en aura, mais c'est vous qui les apporterez. Et on bossera ensemble dessus. Ce sera beaucoup plus concret. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci à tous. Alors, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Alors, on va dérouler un peu plus. J'ai 2-3 choses à vous dire avant de vous quitter. Voilà, on voit effectivement, merci, c'était super. Écoutez, c'est génial. Voilà, vous aurez le replay. Voilà, donc moi, je voulais vous parler 2-3 minutes. Donc, vous dire qu'effectivement, comme David vous l'a dit, déjà remercier, j'oublie, remercier David pour cette intervention très complète. Voilà, vous dire que moi, j'en ai retenu plein de choses. Je pense que d'après tous vos partages, vous en avez aussi retenu énormément. Donc voilà, on a eu beaucoup d'outils. On peut en apprécier toute la puissance. Donc maintenant, écoutez, si vous voulez aller plus loin, on vous donne rendez-vous. La formation donc animée par David, on la propose le 12 et le 13 juin prochain, donc manager les nouvelles générations. Elle est en catalogue. Donc, je vous ai partagé le lien sur le petit module notes, voilà, qui apparaît voilà, ici. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Hein. Vous pouvez aller voir dès maintenant le programme détaillé. Pour vous dire aussi, alors, attendez, j'ai vu une question qui vient de passer. Nathalie, est-il possible d'avoir des formations accompagnement sur mesure rapidement? Oui, bien sûr. Effectivement, Nathalie, contactez-nous au niveau de trajectoire alors, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis au niveau de la MONA pour la région Nouvelle-Aquitaine. Hein, je vais afficher nos coordonnées. On se connaît déjà un petit peu. Hein. Voilà, mais contactez-nous. Effectivement, on peut vous accompagner en sur-mesure, hein, tel qu'on vous le propose et qu'on vous propose déjà sur d'autres thématiques. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je voulais revenir un peu sur le programme des formations qu'on vous propose et je répondrai aux questions après, ou David. Effectivement, les programmes de formation qu'on vous propose, donc effectivement, sur le télétravail, hein, David en a parlé effectivement, qui est un enjeu, le home office. Donc une formation sur la mise en place du télétravail en mars, une formation sur son rôle de manager intermédiaire, donc qu'on propose à la fois sur Clermont-Ferrand et sur Lyon. Et une formation alors très intéressante, puisque c'est des sujets qui ont été largement évoqués, mais effectivement sur l'agilité professionnelle, managériale et stratégique. On travaille beaucoup sur la posture sur cette formation, donc une formation qui est proposée en juin à Valence et sur Lyon. Alors, entre-temps, je vous ai déroulé mon petit film, mais j'ai vu pas mal de formations. Alors, Véronique, avez-vous des formations dans l'ouest de la France? Alors, Véronique, effectivement, ce que je vous propose, c'est de vous rapprocher de la MONA et d'aller voir en fait sur leur catalogue de formation. Je vais vous remettre l'adresse. Effectivement, alors, je reviens, voilà. L'axe management et RH est un axe qui est très présent cette année dans le catalogue de professionnalisation de la MONA. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Et puis, in fine, sinon, il y a une ligne directe. Je crois que c'est Hop qui vient directement chez nous. Donc, on peut vous accueillir et en 1h30, vous êtes ici. Mais effectivement, il y a des choses qui sont proposées par nos collègues de la MONA et je vous laisserai découvrir en ligne sur leur site internet monatourisme.fr leur offre. Valérie qui nous pose une question. Alors, attendez que je ne vois pas entièrement.
Les méthodes de management proposées sont valables, quelle que soit la génération, n'est-ce pas tout à fait une question d'ouverture d'esprit? Alors, je vais passer la parole. Vous avez absolument raison. Effectivement, c'est transgénérationnel. Certaines sont sont encore plus prégnantes pour les jeunes générations, mais en effet, ça pose d'abord une question sur soi. Qu'est-ce que, finalement, où est mon degré de lâcher prise? Et pas simple. Mais une fois que vous avez ça, vous allez avoir plein de clés. Et en tout cas, pour la formation que nous allons dispenser, elle sera hyper expérientielle. On ne sera pas sur la théorie, on sera dans le faire. Pour moi, c'est les meilleurs moyens. On va essayer d'expérimenter ce que je vous invite à expérimenter avec vos collaborateurs, tout simplement. Voilà. Et puis, c'est en ça que vous pourrez le déployer. Vous pouvez commencer à le déployer d'ores et déjà avec ce qu'on a déjà fait. Et puis, aussi, donnez-vous le droit à l'erreur, expérimentez, avancez, et ce sera génial. Alors, je voulais juste une dernière digression et puis on vous laissera aller déjeuner. Vous proposez le programme de nos prochains web séminaires. Alors, ils n'apparaissent pas. On doit avoir un souci d'affichage, mais effectivement, je vais vous les détailler à l'oral. Je pense que c'est une question de configuration. Donc, effectivement, on a, comme je vous le disais, un web séminaire par mois. Donc, le prochain, animé par nos collègues de la MONA. Je fais un clin d'œil à Florent, qui est en ligne avec nous, et puis je crois aussi Céline ou Cécile. Voilà, donc le prochain, c'est sur SIXCOP, réinventer la gouvernance, donc animé du côté de la Nouvelle-Aquitaine, le 13 mars. Le 10 avril, le mois d'après, sur l'inboot marketing au-delà de l'effet de mode, une nouvelle manière de s'adresser à ses cibles, quel impact pour mon organisation. Le 22 mai sur la commande publique et le nouveau code décrypté. Le 12 juin prochain sur l'évaluation et l'amélioration continue de l'expérience client pour ma destination. Le 18 septembre, on passe les vacances, détecter les talents dans son équipe et on rejoint un certain nombre d'éléments qui ont été partagés par David. Le 16 octobre, le design thinking pour tous, concevoir ses projets avec ses utilisateurs. Et le 20 novembre, sur la diversification des financements et les crowdfunding. Je vous rassure, dans le mail qu'on va vous envoyer a posteriori, vous aurez par écrit l'ensemble de ce programme et vous pourrez vous y inscrire. Voilà. Par écrit, c'est épais sur le programme des prochains webinaires. Oui, Valérie, on a un problème d'affichage en fait et de configuration avec Adobe Connect. Donc normalement, ça devrait vous être partagé, mais ce n'est pas le cas. Donc je vous l'enverrai, il n'y a pas de souci. Voilà, écoutez, il nous reste à conclure. Est-ce que vous avez encore peut-être des questions à nous poser? Je regarde au fil de l'eau sur le chat. Et écoutez, il est 11h58, on a tenu le timing. Merci Magali. Et pour vous dire qu'effectivement, là, on était quand même sur un premier niveau de sensibilisation. Ces webséminaires, ce ne sont pas proprement parler des formations. Vous avez des éléments, mais effectivement, pour les réinvestir, maintenant, il faut expérimenter. Il faut expérimenter et pratiquer. Donc, on vous attend aux formations. Il nous reste à remercier David pour cet échange. Et à moi de vous remercier. C'était vraiment hyper instructif. Et merci pour vos interactions qui sont passionnantes et qui vont nourrir aussi la construction du module du mois de juin. Merci. À très vite et bon appétit à tous. Et puis rendez-vous le mois prochain, du côté de la Nouvelle-Aquitaine, pour la prochaine date de notre programme de professionnalisation et de web séminaire conjoint. À très vite. Merci. Au revoir.